Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des émotions et voir surtout ce qu'elles deviennent lorsqu'on tente de les éviter ou de les refouler. En effet, si elles sont particulièrement appréciées lorsqu'elles sont agréables, nous avons tendance à les détester lorsqu'elles sont inconfortables, comme si nous voulions garder que les meilleures. Et pourtant, chaque émotion est un outil précieux, un signal lumineux dont il est important de tenir compte. Explorons ça ensemble. Mais voyons tout d'abord à quoi elles servent ces émotions. Donc les émotions sont des indicateurs puissants. Donc, à travers elles, notre corps nous renseigne sur nos besoins. Elles offrent donc une source d'information inestimable, un savoir sur soi qui est précieux. Si on les écoute, elles nous aident à prendre soin de nous et à corriger la trajectoire de ce qui ne tourne pas rond. Elles ont bien sûr d'autres utilités et sont primordiales aussi dans la prise de décision. Donc c'est sur elles qu'on va s'appuyer pour faire nos choix. On aura tendance à aller vers ce qui nous apporte le plus de joie ou le plus d'avantages. Elles jouent également un rôle crucial dans notre communication et nos interactions avec les autres. Sans elles, nous aurions du mal à nous rapprocher des autres, mais parfois aussi nous aurions du mal à nous en détacher. C'est parfois grâce à la colère qu'on peut se détacher des personnes toxiques. Alors elle représente également un outil puissant dans les processus d'apprentissage. Qui n'a jamais vu ses notes exceller face à un prof qu'on appréciait particulièrement et un prof qui donnait cours à nos yeux de façon formidable? Inversement, combien de décrochages scolaires sont mus par un manque d'encouragement et de stimulation? Alors deux cas de figure. Soit on tient compte du besoin qu'il y a derrière notre émotion. Dans ce cas-là, c'est un peu comme si on tenait compte du voyant lumineux de notre voiture qui nous indique qu'il n'y a plus d'essence. On a repéré ce signal lumineux, on s'arrête à la station et on met le bon carburant dans le véhicule. Mais que deviennent les émotions lorsqu'on les évite ou qu'on essaye de les refouler? Alors c'est un peu comme si on ne tenait pas compte de ce voyant lumineux de la voiture, voire même on enlève l'ampoule, on n'a rien vu, ou encore on met du diesel à la place de l'essence. Tout ça va entraîner le bon fonctionnement du véhicule et empêcher notre parcours. Alors, quelques exemples de symptômes résultant d'un évitement. La liste n'est pas exhaustive. Ça peut être avoir un débit verbal assez effréné, assez intense. Être dans l'hyperactivité, donc on se noie dans une frénésie d'action pour ne pas penser et ne pas se connecter à nos émotions. Évidemment, éviter les émotions, c'est la porte ouverte à tout ce qui est le monde des addictions. Que ça soit la cigarette, l'alcool, les médicaments, mais aussi l'addiction aux achats, aux réseaux sociaux, au smartphone, à Internet, peu importe. Et dans la même foulée, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Alors ça peut être aussi se ronger les ongles ou mâchouiller tout ce qui nous tombe sur la main. Avoir des conduites excessives, voire dangereuses. On peut aussi tomber dans les troubles obsessionnels compulsifs. Dans un autre style, c'est avoir des crises de rangement et de tri. Comme on ne parvient pas à maîtriser son chaos émotionnel intérieur, on va au moins essayer de maîtriser notre environnement. Il y avoir une série d'obsessions, de rangements, de nettoyage, de tri. Se réfugier dans un excès de sommeil pour ne pas penser et ne pas ressentir. Une autre catégorie, c'est se défouler sur les autres, ou encore se dissocier pour se déconnecter de la charge émotionnelle, ou entrer dans le déni qui, d'une façon ou d'une autre, aura tout fait de nous rattraper ou de nous rendre malades. L'autre phénomène que l'on peut retrouver autour du monde des émotions, c'est notamment le phénomène de résonance, c'est-à-dire que l'émotion vue de l'extérieur, vue par les autres, va sembler complètement disproportionnée par rapport à l'événement, et pour cause, elle vient résonner sur quelque chose de plus ancien, sur une blessure du passé qui est toujours vivace en arrière-plan. Et je donne souvent comme exemple le pont Tacoma en 1940. Donc le pont, le béton, a une vibration, et il y a eu une tempête de même vibration que le pont. Et on voit ce pont bouger et s'écrouler comme s'il était simplement fait en papier mâché. Donc c'est-à-dire qu'un événement va résonner sur une blessure avec une même tonalité, une même vibration. D'où l'effet spectaculaire de la réaction. L'effet trompe-l'œil, donc c'est-à-dire que là on a une émotion qui en masque une autre. Donc si par exemple dans notre éducation la colère était bannie et très mal vue,
on peut l'avoir transformée en tristesse. Et au présent, quand on ressent une émotion de colère, on peut directement aussi se connecter à l'émotion de tristesse à la place. Alors, l'accumulation, ça c'est un phénomène assez connu, hein. C'est je prends sur moi, même pas mal, donc on entasse, et jusqu'au moment où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait entrer dans un chaos émotionnel. Donc là aussi, vu de l'extérieur, vu par les autres, ça semble disproportionné par rapport à l'événement, mais ce n'est pas l'événement en tant que tel qui génère ce tsunami, c'est parce qu'on a trop accumulé. La projection, donc en cas de déni, outre le fait qu'on prend le risque d'être malade, on peut aussi se retrouver à projeter sur l'autre l'émotion qu'on ne veut pas voir chez soi. Par exemple, je pense que c'est l'autre qui est en colère, alors que c'est moi qui ai de la colère en moi. Enfin, le phénomène de contagion, et là, les personnes qui sont le plus sujettes à ça, ce sont les personnes hypersensibles. Donc, imaginons que je passe 2 heures en compagnie de quelqu'un qui va mal. Je peux très bien, en le quittant, me sentir mal, avoir des émotions inconfortables, mais en fait, ce ne sont pas les miennes. C'est celles que j'ai absorbées de l'autre. Avec parfois une difficulté à faire le tri entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre. Alors j'ai dit que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Alors nous allons voir quels sont les besoins, en tout cas pour les 4 émotions de base, en commençant par la joie, car même la joie, il y a un besoin derrière, et c'est le besoin de partager. Imaginons que vous recevez une excellente nouvelle, une nouvelle que vous attendiez depuis si longtemps et qui va changer le parcours de votre vie. Le premier réflexe est d'appeler un proche, ami, famille, etc., pour partager cette nouvelle. Et si par malheur il n'y a personne au bout du fil, et que vous n'arrivez à contacter personne au cours de la journée, cette joie peut se transformer en frustration, voire même en colère. Alors, autre chose, une joie mal régulée peut aussi entraîner certains symptômes, entre guillemets, comme par exemple une agitation inconfortable, de l'insomnie, un débit verbal aussi assez intense, des bouffées de chaleur. C'est un peu comme si on était branché sur 2000 volts. La colère, elle est souvent reliée à un sentiment d'injustice ou de manque de respect, mais elle peut aussi exprimer d'autres besoins, comme le besoin d'être entendu, le besoin de faire bouger les choses, un besoin de réparation ou un besoin de lever le pied. Et dans ce cas-là, elle prend souvent la forme de l'irritabilité. Mal accueillie, une émotion de colère va monter en grade, elle va devenir animosité, agressivité active, rancœur, fureur. Elle peut aussi devenir impatience ou indignation. Elle peut nous amener à nous positionner en tant que victime de la vie ou au contraire nous conduire à humilier autrui, comme si on voulait se venger sur les autres de ce qu'on a vécu. La peur, elle nous fait part d'un danger, et peu importe qu'il soit réel ou imaginaire pour le coup. Le besoin qui est renseigné est un besoin d'être rassuré, apaisé, protégé, ou tout simplement entendu avec douceur, pour essayer de récupérer une certaine maîtrise. Alors, toute tentative d'éviter la peur va engendrer une cohorte de symptômes, c'est-à-dire que l'anxiété peut devenir généralisée, ou alors on a des crises d'angoisse, donc ce sera plutôt sous forme de pics, des insomnies, transpiration nocturne. À la longue, ça peut devenir aussi plein d'autres troubles psychosomatiques, comme les troubles digestifs. L'estomac est un organe privilégié pour tout ce qui s'apparente au stress et à la peur. Les troubles sphinctériens aussi d'ailleurs, donc c'est un besoin par exemple d'uriner qui est plus fréquent, de la diarrhée ou chez certains c'est le contraire, c'est la constipation. La tristesse, le besoin qu'elle révèle est le besoin d'être consolé, réconforté, aussi de faire une pause pour faire le point. En cas de réaction inadaptée face à elle ou de non-réponse à son besoin, elle peut se transformer en rumination et inquiétude irrationnelle. Son cortège est alors composé d'une perte de mémoire et de concentration. C'est comme si le cerveau était confus, comme si on se sentait dans le brouillard. La fatigue peut aussi envahir tout l'espace de vie. Ça peut engendrer aussi des états dépressifs plus prononcés. L'appétit, deux cas de figure, ou bien il se fait la malle, on ne mange plus du tout,
ou l'émotion va être aussi enfouie sous un amas de nourriture qu'on aura ingurgité dans un état de transe. Alors, comment faire pour être à l'écoute de ces émotions? Mais d'abord, il faut les débusquer et faire un état des lieux. Donc, essayez de relever toutes les choses qui vous affectent et voyez comment l'émotion démarre, comment elle naît et aussi comment elle se termine. Ça vous permet de voir que peut-être certaines astuces marchent mieux que d'autres. Identifiez le type d'émotion qui revient le plus souvent et observez par la même occasion s'il y en a qui sont absentes. Si une émotion est absente, peut-être que c'est une émotion que vous ne vous autorisez pas. Notez vos réactions face à certaines situations vécues. Voyez ce qui vous touche dans les interactions avec les autres. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qui vous embrasent? Auquel cas, il y a quelque chose à traiter. Et repérez aussi vos tentations de les éviter. Tiens, dès que j'ai une émotion, hop, je bois un verre, ou je mange, ou je me mets dans l'hyperactivité, etc. Donc l'idéal pour pouvoir sentir et nommer ces émotions, c'est de se poser. Se poser sans stimuli externe, c'est-à-dire se déconnecter de son portable, se déconnecter d'Internet, et ne rien faire, ne fût-ce que quelques heures, pour être vraiment présent à soi et écouter ce qui se passe en nous. S'il y a une vague de douleur ou d'inconfort, se laisser traverser par cette vague, sans craindre qu'elle ne vous anéantisse. Vous allez y survivre. L'inconscient nous protège. Si on n'est pas prêt à surmonter, ça ne va pas émerger. Si quelque chose émerge, c'est qu'on va pouvoir passer au travers. Je n'ai pas dit que c'était confortable pour autant, mais on va pouvoir surmonter. Alors voyez ensuite comment vous pouvez mettre des mots sur ce que vous ressentez, éventuellement les écrire ou les déposer auprès d'une oreille attentive. Et surtout, accueillez vos émotions avec amour et bienveillance. Je dis bien accueillir, c'est plus profond que simplement accepter. Je dis souvent accepter des invités chez soi ou accueillir des invités chez soi, il y a quelque chose de plus doux et de plus rond. Toutes les émotions ont le droit d'être, et ce, sans jugement. On ne peut pas s'en vouloir d'une émotion. Alors, ce qu'on en fait, c'est un autre débat. Donc là, je parle bien de l'émotion et du ressenti. Je ne peux pas m'en vouloir d'une émotion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres thèmes. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de répondre à vos besoins grâce à vos émotions. Je vous embrasse.